TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de nous retrouver tous les trois pour partir au cinéma. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Louis-André. Bonjour. Vous êtes allés au cinéma et vous avez vu beaucoup de films. Le premier que vous avez vu ensemble, Ad Astra peut-être? Ah non, parce que c'est plus intéressant, donc on va le garder peut-être pour un peu plus tard. Bon, On va évacuer. Il y a deux théories, ceux qui servent le bon vin au départ et le mauvais vin. On ne peut pas rester sur les daubes, il faut les évacuer. Bon, tout de alors suite. évacuons les daubes. Tirons la chasse. Alors il y a un film qui s'appelle Ceux qui travaillent. Oui. C'est un film qui a été fait par Antoine Rusbach plutôt, qui est aussi scénariste, c'est lui qui a fait le film. C'est un film belge et suisse. Alors ça veut tout dire sur la lenteur déjà, belge plus suisse, vous voyez le travail. Alors, ça aurait pu être intéressant comme scénario, c'est pas idiot. C'est l'histoire d'un homme, c'est Olivier Gourmet. Oui, on le voit pendant tout le film. Un homme de... C'est le reste, les rôles secondaires n'ont absolument aucun intérêt, aucun rôle n'est fouillé. La mère, ses enfants, tout ça, parce qu'on le voit très souvent chez lui, puisque ça pose des problèmes, son histoire. Alors, c'est l'histoire d'un cadre qui s'est fait lui-même, pas de grandes études, s'est fait lui-même, il a progressé, et il est dans une boîte de transit maritime, donc c'est lui qui s'occupe des containers qui vont d'un endroit à l'autre dans le monde, etc. Donc, grosse responsabilité. Et il arrive, il arrive sur tous les bateaux aujourd'hui. Ce qui arrive sur tous les bateaux, en tout cas sur certains bateaux, c'est que tout d'un coup, il est réveillé en pleine nuit, on lui téléphone en disant il y a un hic à bord. Et le hic, c'est un noir qui s'est planqué dans un canot, ou enfin qui est monté à bord de façon clandestine, du Liberia. Et on lui dit, on est embêté. Alors lui, effectivement, il est embêté aussi, il dit qu'est-ce que je vais faire? Et on lui dit, en plus, s'il a de la fièvre, il est malade, il vient du Liberia. Donc attention, il y a peut-être Ebola. Donc il dit, si je viens en Europe, quarantaine, donc toutes mes marchandises sont détruites parce qu'il y a beaucoup de marchandises qui sont périssables. En plus de ça, 40 jours immobilisés, je perds mes clients, enfin c'est la catastrophe, ça coûte une fortune, ça coûte une fortune à la société. Donc, il dit, il dit, je vais retourner au Liberia. Alors retourner au Liberia, et puis il se dit après, non mais ça coûte trop cher, ça fait 4 jours pour aller là-bas pour débarquer le mec, c'est pas possible, je vais perdre des clients, ça coûte trop cher. Donc le bateau a quand même fait ça, donc il téléphone après, il leur dit vous faites demi-tour, et en fait, vous vous débarrassez du mec. Hein. Vous réglez le problème. Oui, vous réglez le problème, ça veut dire qu'on traverse des mers, on traverse des mers à requins, ils adorent les petits noirs, allons-y. Le seul problème, c'est que le commandant du bateau dit non, je ne veux pas. Donc il l'achète. Alors tenez-vous bien, il l'achète quand même 60 000 € ou dollars, je ne me souviens plus, et il dit et je donne 3 000 € à chaque membre d'équipage pour le foutre à la flotte. Donc ça veut dire qu'il met tout le monde au courant. Et il s'imagine que personne ne va le savoir. Et il prend la décision lui-même. C'est-à-dire qu'il a des gens au-dessus de lui, dans une société, et il ne dit pas, voilà le problème, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est totalement aberrant. Donc déjà, vous partez sur un postulat idiot. Et alors ensuite, on apprend que ça s'est mal passé, c'est-à-dire que le petit noir, le grand noir, il ne voulait pas se faire jeter à l'eau, donc il s'est débattu, ça s'est terminé à un coup de poing, et il est entre la vie et la mort. Et on n'entend plus parler. Donc déjà, on évacue le problème. Et ensuite, évidemment, il se virait. Les autres sont bien contents parce qu'il, soi-disant, il aurait réglé le problème. Enfin bref, il se fait virer, il recherche du boulot, il n'a plus envie d'en chercher, etc. Et il traîne sa carcasse, et il traîne les spectateurs pendant tout le film, où il y a des silences qui durent 2 à 3 minutes. Il est là sans arrêt de se traîner de canapé en machin pour l'emploi. C'est une daube avec un grand D. Avec un grand D. Et Olivier Gourmet, qui est un excellent acteur, qui tourne beaucoup, parce qu'il fait 2 ou 3 films par an. Là-dedans, il est comme il est d'habitude, vous avez vu sa tronche. Hein, vous avez envie de l'emploi. Oui, mais alors là, vous avez envie de vous suicider en le voyant. Épouvantable. Bon, alors, à dégager ceux qui travaillent. Louis? Alors moi, j'ai vu Alice et le maire, donc le nouveau film de Nicolas Parizet. Avec Lucchini. Avec Lucchini, évidemment, et Anaïs de Moustier. J'y suis allé parce que j'aime énormément Lucchini. J'avoue que je suis très déçu. C'est pas une daube intégrale. Le postulat est intéressant. Mais c'est pas une satire marrante des municipalités. C'est justement le problème. Il y a une sorte de mélange des registres qui pose problème. D'abord, rapidement, l'histoire. Bon, c'est l'histoire plus ou moins
accroché au réel du maire de Lyon, d'un certain maire de Lyon. Après, c'est pas du tout biographique, hein, et qui est en manque d'idées, il est en panne d'idées, panne sèche. Donc le cabinet du maire embauche une jeune normalienne qui revient d'Oxford. On voit tout de suite la jeunesse bien déracinée, ça c'est sûr. Qui est embauchée. Vous n'êtes pas allé faire Oxford? Ah bah non, j'aime pourtant beaucoup Oxford, mais bon, quand même. Vous êtes resté en France. Oui, et cette jeune normalienne est un petit peu décontenancée parce qu'on lui demande de travailler aux idées. Je ne sais pas ce que c'est qu'une idée, moi. Dans quel contexte, quel problème. On nage dans le grand flou, donc c'est du n'importe quoi. On passe dans le cabinet du maire à d'autres activités. Lyon 2500, donc les grands projets pour l'avenir. Oui, mais c'est tout à fait vrai. Alors, c'est ce qui se passe dans un cabinet de maire. Bien évidemment. Donc ça, c'est assez... C'est de la fumée. Oui, c'est une satire assez mordante. C'est vrai. Réglé. C'est vrai. Le problème, c'est que on s'achemine de plus en plus dans la suite du film vers une sorte de tragique situation de cette jeunette qui se rend compte qu'en fait, elle n'a pas de projet elle-même, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. D'ailleurs, à la fin du film, elle ne sait pas non plus ce qu'elle veut faire. Elle poste dans une ambassade. Bon. Donc en fait... Quand on a fait Normal et Oxford, après, on est complètement épuisé, vous savez. Ça, je ne sais pas. Je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais en tout cas, l'idée est intéressante en soi. Et je m'attendais à voir un Lucchini mordant et acide. Et puis en fait, il joue le maniaco-dépressif. Qui est regonflé un petit peu pendant un temps par cette jeunette, mais elle est vite écartée parce que ça manque de politique, en fait. C'est-à-dire ça manque de vent. Au bout d'un moment, le film s'essouffle et Lucchini ne livre pas de prestations convaincantes. Mais est-ce que les prestations de Lucchini sont dues à Lucchini acteur ou sont dues en général à un super texte? Parce que lui, il est bon quand il a un super texte, qu'il le modifie ou qu'il ne modifie pas. Exactement. Or, là-dedans, quelle est la valeur des dialogues? Eh bien, c'est justement là où je voulais en venir, puisque la question des dialogues est très problématique. Lucchini, je l'ai entendu sur France Inter l'autre jour, Radio Bolshoi, il faut toujours l'écouter, en train de vanter justement le mérite de répliques qui étaient totalement creuses et inutiles, et franchement mauvaises. Il n'y a aucune réplique intéressante. Et pour Lucchini, qui est quand même un admirateur forcené de Louis Jouvet, j'ai pensé un petit peu à Entrée des artistes. Il dit, tu sais ce que contient cette lettre? 10 fautes d'orthographe, 4 fautes de syntaxe et une protestation. C'est exactement ce que le contenu des dialogues de ce film. Franchement, c'est mauvais, c'est pas bon, alors qu'il y avait matière à faire quelque chose d'intéressant. Donc je suis vraiment très déçu par ce film. Malgré tout, on peut quand même aller le voir, parce que ça reste une satire assez intéressante, même de la jeunesse, de cette jeunesse française complètement déracinée, offshore, et qui n'a finalement pas beaucoup de rêves. Merci Louis-André. Je vais aller le voir. Je donnerai mon avis. Moi, je suis une inconditionnelle de Lucchini. À vous, Frédéric. Un autre. Alors, je pensais à Bacurau, qui est un film brésilien. Oui. Alors, je vous dis tout de suite, ça n'est pas pour vous. Bon. C'est de Mendoza Filho et Dornelles. C'est un film brésilien qui se passe dans l'état du Pernambouc. Un film très dur, je crois. À côté de l'état du Ceará. Ça me fait penser un petit peu au film de la Nouvelle Vague des années 60 dans l'état du Ceará, où j'ai vécu un petit peu, comme les films de Glauber Rocha, de la Nouvelle Vague, etc. Parce qu'on y retrouve cette violence du nord-est des Brésiliens. Alors, ceci étant, c'est un film très curieux. La photo est magnifique. Les chansons brésiliennes sont très belles, les airs brésiliens sont très beaux, collent très bien au film. C'est une espèce de saga futuriste, comme un western. On arrive et on est dans un petit village qui s'appelle Bacurau, qui est un village qui existe dans le Pernambouc, et on est en train on enterre la vieille matriarche du village, de grande tradition brésilienne, etc. On l'enterre, elle a 94 ans. Donc c'est une étude aussi sur la tradition des villages brésiliens. C'est joliment fait, c'est intéressant avec des enterrements, etc. Et puis, sur le problème environnemental aussi, sur les problèmes politiques, parce qu'il y a le politicien qui vient pour ses élections, etc. Il est refusé par la population, on le traite d'escroc. Enfin, vous verrez le film si ça vous tente.
Pas vous, je dis vous en général, parce que vous allez m'assassiner. C'est très inventif, c'est libertaire, Merci, parce que le village est attaqué par des bandes de mercenaires américains, dont un ancien nazi, qui sont complètement allumés, très bien interprété par quelqu'un qui s'appelle, je ne connais pas cet acteur, qui s'appelle Udo Kier. Udo Kier, ah oui. Udo Kier, que je connais mal, qui a un regard d'halluciné. C'est pas pour rien qu'il a tourné avec Lars von Trier. Et c'est donc, c'est un de ses grands amis. Voilà, alors on retrouve ces hallucinés ensemble, Udo Kier et Lars von Trier, exactement comme il y avait le couple Herzog, Klaus Kinski. Kinski, exactement. Voilà. Et donc, que dire, c'est une bourgade attaquée par les mercenaires. C'est assez manichéen, si on veut. C'est un baroque total, avec des scènes ultra violentes, ultra sanglantes. Moi, j'ai adoré. Bon. Bah, j'irai le voir. On continue sur Ad Astra. Ah oui. Ah oui. Alors déjà, je voulais dire que rien que le titre, ça m'a fait tellement plaisir. D'avoir un titre, latin. Voilà, d'avoir un titre du latin, alors que oui, alors que les gens se demandent ce que c'est que maintenant du latin. Non, c'est très bien. Et je ne sais pas si c'est la production. Ils doivent dire ce que c'est Astra, la margarine qui n'existe pas. Non, quand même pas. Il y a encore des gens un petit peu éduqués aux États-Unis. À mon avis, c'est une idée de James Gray. Puisque, et c'est ce que je me demande. Voilà, dans la présentation, To the Stars, c'est l'expression anglaise qui se décalque petit à petit et devient Ad Astra en latin. Et ça ne m'étonne pas. James Gray qui est un grand metteur en scène, un grand metteur en scène, il ne faut pas oublier, Yard, Little Odessa, The City of Z, enfin, tout ce qu'il a fait, c'est un grand, et là, ça se voit. À toi. Alors, oui, je suis aussi allé le voir. Alors, moi, il y a quelques petites choses quand même que je reprocherais au film, mais il est vrai que... C'est l'histoire de... Alors, c'est l'histoire d'un astronaute, un gars qui bosse pour des compagnies... astronautiques, et on lui apprend que son père, qu'il croyait mort depuis une vingtaine d'années, ou 20 ans, 17 ans, je ne sais plus, est peut-être toujours vivant et peut-être responsable de certains flux magnétiques qui ravagent la Terre et provoquent des catastrophes sans pareil. Risque d'éteindre l'espèce humaine. L'espèce humaine. Donc, on lui prévoit de l'envoyer sur Mars, où il y a une base américaine, puisque... Mentionnons-le, c'est dans le futur, évidemment. Envoyer un message codé à son père pour qu'il essaie d'établir un contact. Je ne veux pas donner tous les ressorts du film, parce qu'il y a il est un petit peu manipulé, etc. Voilà, il y a une forme de manipulation. On va aux confins de Neptune, voilà, on est vraiment très loin. Il va jusqu'à Neptune pour retrouver son papa. Et là, je n'en dévoile pas plus, mais voilà, il y a une confrontation entre le père et le fils très intéressante. Alors, moi, ce que j'ai énormément aimé, c'est d'abord superbement mis en scène. Tous les acteurs sont très bons. Brad Pitt est excellent. On le retrouve presque dans son rôle très perturbé qu'on l'avait vu chez Terry Gilliam avec l'Armée des 12 singes. Il y a également Donald Sutherland qui joue très très bien, même si c'est pas très petit rôle, parce qu'il abandonne assez vite. Oui, tout à fait. Mais il est quand même très bon. Et évidemment Tommy Lee Jones, qui joue le père. Extrêmement bien. Donc de ce point de vue-là, remarquable. La photographie est superbe. Les reconstitutions, enfin les constructions, les anticipations sont vraiment assez chouettes, même si évidemment elles manquent de réalisme, la question n'est pas là, on s'en fiche complètement, c'est pas le but du film. Et je vais te laisser parler aussi peut-être de la nouveauté que James Gray a réussi à insuffler dans le champ de la science-fiction. C'est-à-dire dans la science-fiction, il n'y a pas énormément de films. Si on prend toute la saga sur les étoiles, ce sont des films de combat au laser, etc. C'est plus fait pour des enfants qu'autre chose, même si derrière on met un peu de métaphysique avec Dark Vador, le bien, le mal, tout ça. Tout ça, c'est pour faire passer le package auprès de certains adultes. Pour moi, le grand film de science-fiction, c'est celui de Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace, qui est un peu vieilli maintenant, mais qui était un film fantastique, qui faisait réfléchir sur ce qu'était l'homme, d'où il vient, où il va, etc. Et là, c'est un peu la même chose, mais ce sont deux courants différents. C'est d'abord le futur, c'est manifestement l'exploration pour avoir une terre de substitution. C'est-à-dire il faut une autre planète. C'est vraiment ce
qu'on fait à l'heure actuelle, parce qu'un jour, on sera obligé de quitter cette planète. Oui, Ça, enfin, c'est le catastrophisme. non, c'est pas le catastrophisme. En blanc. Non, mais il y a toutes les chances. Il y a toutes les chances. Non. Et puis, attendez, vous n'en savez rien, il y a toutes les chances. On a bien vu, il y a 66 millions d'années, un météorite qui a fait disparaître tout le monde. Donc, de toute façon. Non, mais je croyais que vous disiez qu'il y avait trop de monde sur la Terre et qu'il fallait donc trouver d'autres. Ah, ben ça c'est ma théorie personnelle, je sais. Une très grande épidémie avec 4 ou 5 milliards d'hommes qui disparaissent, de femmes aussi et d'enfants, mais pas en Europe. Ceci étant, voilà. Ceci étant, il y a ça, et il y a aussi l'autre chose, c'est-à-dire c'est la recherche de vie extraterrestre. Oui. Parce que ce n'était pas du tout dans les films qu'il y avait avant. Donc ce sont les deux axes du futur de la science-fiction et qui sont dans ce film. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce film-là m'a fait rêver, il m'a enthousiasmé, et Brad Pitt est absolument sublime dedans. C'est un Brad Pitt qui est nostalgique, qui est en même temps, il est dans un rêve, et sous le casque, parce que très souvent il est sous le casque, on le voit en gros plan, et on comprend toutes ses émotions. C'est vraiment un acteur fantastique. Un grand acteur. Tout à fait. Et alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça rejoint d'ailleurs des films de science-fiction comme Interstellar, qui étaient un petit peu dans la même optique. J'ai trouvé énormément de similitudes. C'est assez agréable, parce que ce sont de grands films avec de grands acteurs. Alors, à ceci près, j'aurais quand même quelques petites nuances. Moi, en tout cas personnellement, j'ai senti une sorte de flottement entre la tentation d'un récit d'aventure, donc dramaturgie, c'est très bien ficelé, il y a un peu de complotisme, on se demande comment ça va... qu'il est un peu manipulé, on ne lui dit pas toute la vérité. Voilà. Et donc il y a une quête, donc on se concentre là-dessus, il y a des figures qui sont exploitées, mais qui finalement sont vite évacuées ou insuffisamment travaillées, et du coup c'est un petit peu frustrant, je trouve, mais ça c'est mon avis personnel. Et ensuite, ça alterne, tu le disais à l'instant, avec des scènes très oniriques, en tout cas d'un grand lyrisme, qui témoigne d'un grand lyrisme et une grande maîtrise de la part du réalisateur de ces moments. Et ce qui est très agréable, c'est que pas un moment, dans ces grandes pauses narratives, on ne s'ennuie. On ne s'ennuie absolument pas du tout. Il n'y a pas un instant. Bon. Et pourtant, il y a des temps morts. Il y a des temps morts. Et on attend la confrontation, entre guillemets, parce que ça parle des liens du sang aussi, parce qu'ils sont tout à fait... Voilà. Il y a des scènes très très belles entre Tommy Lee Jones et Brad Pitt. Vous avez emporté l'adhésion, il faut aller voir Ad Astra. Camille ? Ah, Camille. Alors ça, Camille, c'est un petit ovni, c'est un film très spécial. Je veux dire pourquoi ? Parce que ça a été tourné par un metteur en scène que je ne connais pas, qui s'appelle Boris Lochkin. Tenez-vous bien, ce Boris Lochkin était un Normalien, agrégé de philosophie, qui a quitté tout, ses bouquins, etc. Il a tout quitté, il est parti au Vietnam, à l'aventure. Il a tourné un documentaire sur le Vietnam après la guerre, etc. Il a tourné un deuxième documentaire, un premier film de fiction, et là, c'est son deuxième film de fiction. Et c'est l'histoire véridique, l'hommage à une certaine, que je ne connaissais pas, une certaine Camille Lepage, qui est une jeune journaliste, qui est partie d'Angers. La douceur angevine ne l'a pas retenue, elle est partie sur les théâtres d'opérations en guerre. Elle a fait un petit peu au Caire, elle est allée un petit peu au Sud-Soudan, elle a travaillé un peu pour l'AFP, elle était toute jeune, elle avait une vingtaine d'années, 22 ans. Et puis, donc, elle faisait des photos. Puis, finalement, elle a quitté. Elle s'est dit, je me mets à mon compte. Et elle est partie en Centrafrique. Dans les années 2013, quand il y a eu les fameux problèmes à Bangui de guerre civile, entre les Séléka qui étaient musulmans, donc les Séléka musulmans qui avaient fait une rébellion, qui avaient pris le pouvoir à Bangui, qui ont massacré des chrétiens, alors comme ils savent le faire là-bas, avec alors là beaucoup d'efficacité, à coups de machette, etc. Enfin, totalement horrible. Ensuite, il y a eu les chrétiens qui se sont mis en milice et qui se sont appelés les anti-Balaka. Alors Balaka, ça veut dire quoi ? Anti-Bal-AK. AK-47. AK-47, absolument. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient... La AK-47, je le dis parce que je viens de l'apprendre, donc je pense qu'il y a d'autres femmes qui ne Kalachnikov, savent pas. C'est la Kalachnikov, la fameuse Kalachnikov, inventée par le russe M. Kalachnikov, qui n'a pas touché un centime dessus. Mais repris d'un projet allemand, en réalité, le Sturmgewehr 44. Oui, mais en tout cas... Nous sommes entre spécialistes. Bon. Et, non, mais attendez, c'est très intéressant. Donc, cette fille-là est allée là-bas, donc les anti-Balaka, qui ont attaqué Bangui. Alors ça, c'est l'histoire vraie, parce que toute l'histoire, c'est une histoire vraie. Qui ont attaqué Bangui
et ils n'ont pas réussi à rentrer dans la ville. Et donc, du coup, les Séléka musulmans qui avaient pris le pouvoir sont restés à Bangui. Oui. Ils en ont profité, ceux les autres étaient chrétiens. En deux jours, ils ont massacré 1000 civils, d'où l'opération Sangaris décidée par Hollande. Et Sangaris est allé là-bas, les a laissés dans les casernes, les soldats musulmans, etc., etc. Donc, du coup, les chrétiens se sont vengés, les milices chrétiennes. Ils s'appelaient anti-machin parce qu'ils avaient des colifichés, enfin, à la noire, hein, lunettes de soleil, machin. Vous voyez ce qu'on voit, etc. Et donc, elle est allée avec ces gens-là en opération, plusieurs fois, et à 26 ans, elle est morte dans une embuscade. C'était une fille qui était on montre des photos d'elle après, assez naïve. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est traité, on a l'impression d'être dans la guerre. Oui. Parce que ce metteur en scène a fait un très beau travail, parce qu'il est allé dans sa famille à Angers, il est allé voir sa famille, il est allé voir tous ses amis, il a fait une enquête totalement sur elle, il est allé à Bangui aussi pour aller voir, et il a tourné là-bas. Vous avez l'impression d'être dans l'action, et en même temps, c'est une réflexion sur le métier de reporter. Parce qu'elle croise d'autres reporters, c'est très très bien fait. Et elle est là sans arrêt, et elles disent « Oui, alors, ta photo, elle est pas mal peut-être ». Il l'aide un petit peu, puis il se méfie, puis il voit que c'est une jeune fille un peu naïve, qui démarre hein, quasiment. Et eux, ils disent « Ah on s'en va, viens avec nous, on va en Afghanistan, etc. » Elle dit « Mais je comprends pas. » Alors, oui, mais c'est notre métier. Nous, on est là, on est dans la guerre, on prend des photos, on les vend et on repart. Alors qu'elle, et c'était ce qu'elle voulait faire, cette fille-là, elle voulait suivre le conflit et surtout se mêler à la population parce qu'elle était humaniste et comprendre ce que c'était que les conflits dans une... C'est très, très bien fait. C'est un hommage à cette fille qui a été ultra naïve mais ultra courageuse. Et je pense qu'il faut absolument aller voir ce film. Bien. Ça s'appelle Camille. Très bien. Eh bien, personne n'est allé voir Downton Abbey ? Non, pas encore. Non, parce que je n'ai pas vu le... Ce qui est quand même très amusant, je trouve, c'est ce film qui a eu des millions de spectateurs, hein, le feuilleton, qui a eu des millions de spectateurs, il faut voir le feuilleton, dans une période archi-démocratique, archi-socialiste, avec refus de la hiérarchie, alors qu'on leur offre un univers parfaitement hiérarchisé, un monde d'une laideur vestimentaire totale, alors que l'on a des personnages brillantissimes, habillés de façon somptueuse. Ça m'amuse, cette dichotomie. C'est la nostalgie ou... Ils sont frappadingues. J'ai toujours un peu peur quand on essaie de faire un film à partir d'un feuilleton ou d'une série. Sauf si tu n'as pas vu le feuilleton. Sauf si on a... Non, c'est même pas seulement vis-à-vis du feuilleton avec la trahison. C'est qu'il y a des choses qui doivent pas coïncider. Oui, parce que le format d'une série, c'est pas le format d'un film. C'est pas l'écriture, c'est pas la même écriture. Et j'ai toujours un peu peur. Ils avaient fait la même chose pour 24 heures chrono. La série avait très bien marché, du moins pour les premières saisons. Et le film, pourtant aussi avec Kiefer Sutherland, avait été complètement un raté. En tout cas, j'en profite pour parler de Saint-Louis Studio que j'ai reçu ici, d'un de nos amis très proches de la télévision. Saint-Louis Studio, c'est donc un studio de production de films qui est à Versailles, qui a déjà produit Un dîner aux chandelles en saison 1 et qui voudrait qui est disponible sur YouTube, donc vous pouvez le regarder, qui voudrait faire sa saison 2 et à qui il manque quelques piécettes. Donc si vous avez envie de soutenir des jeunes créateurs, Saint-Louis Studio. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission de la semaine dernière, j'avais évoqué les deux bons films. La Jeanne d'Arc de Patrick Buisson. Il faut que je vous donne le DVD pour que vous puissiez en parler à votre tour. Je vous le prêterai. Il faut bien dire de Patrick Buisson. Bien sûr, oui, pas l'autre. Et je voulais vous parler aussi Un jour de pluie à New York, avec de Woody Allen, qui m'a infiniment plu parce que j'ai trouvé que c'était un marivaudage léger, à la fois drôle et tragique, qui met bien en valeur une certaine jeunesse américaine, celle des universités. Les uns ont une culture, l'autre n'en ont pas. Et puis le retournement de la fin, la scène, l'une des scènes finales, que je n'évoque pas, qui est absolument remarquable. Non, parce que justement, mon frère m'a dit, c'est très bien la fin, mais il n'avait pas trop aimé le film. Il m'a dit, il n'a plus grand-chose à dire.
C'est vrai que le Woody Allen des débuts, mais j'irai le Oui, voir allez parce le que voir. un Woody Allen, ça va se voir de toute façon. Voilà, un Woody Allen, Mais ça je va ne se sais pas voir. comment il a été perçu aux États-Unis parce que Ah, s'il il y a est des interdit critiques. aux États-Unis. Ils n'en veulent Voilà, pas. et voilà. Ils n'en veulent pas. Alors, Voilà. soi-disant pour des raisons de harcèlement sexuel. Oui, non, mais ça, ce sont parce des que excuses. tous les hommes, malheureusement, tombent un peu sous le coup de la loi. Mais bientôt. nous-mêmes, Voilà. bientôt, Vous, bientôt. je prends le métro tout à l'heure, tu vas voir. Mais en fait, je me demande si c'est pas parce que la satire de Woody Allen de la vie Était trop américaine forte, oui. ne les énerve pas passablement. Mais depuis longtemps, parce que qu'il n'en reste rien. Quand même. depuis longtemps, s'il ne faut pas oublier que Woody Allen, Les sa deux- renommée a été faite par la France, Oui, pas par les absolument. États-Unis. Les deux héros ont des papas banquiers qui n'ont pas une banque, mais plusieurs banques. Donc c'est quand même très, Eh très ben, Et qui prête à taux négatif. Alors, en résumé, nous avons évoqué. N'allez pas voir ceux qui travaillent. Allez voir ceux qui sont au chômage. Mais vous avez beaucoup aimé Ad Astra, Camille, Bacurao. Bacurao. Alors Pardon. là, attention, je dis bien attention, Attention, parce que c'est un violent. Mais film vous très avez- spécial. Vous avez tout à fait prévenu, on ne revient pas dessus. Voilà, et Alice et le maire, Éventuellement. éventuellement, si vous êtes très fan de Lucchini. Merci beaucoup à tous les deux et j'espère que vous allez revenir bien vite tous les deux la semaine prochaine. À bientôt. Et à bientôt. Mythe TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Pierre Dimec. Bonjour. Bonjour Anne. Pierre. Nous nous connaissons puisque vous fréquentez les mêmes lieux de mémoire que moi. Vous étiez à Orange pour l'inauguration de cette très belle statue de Boris le Jeune évoquant le martyre des 32 carmélites, des 32 religieuses d'Orange. Il y avait des carmélites, mais il y avait aussi d'autres religieuses. Et vous êtes juriste et historien de formation. Et vous utilisez ce doux temps de la retraite pour écrire de fort jolis livres sur la première partie de votre vie, sur votre enfance, qui a été vécue en Algérie. Vous êtes donc ce qu'on appelle un pied noir. Le premier livre, le roman, qui est vraiment un très beau roman, lourd, profond. On s'embarque dans ce livre et on peut déguster chaque ligne d'une jetée l'autre aux éditions Jean Curuchet, qu'on trouve encore sur Internet. Vous avez écrit un livre très intéressant qui s'appelle Pieds noirs et cou rouge. Il était 2 fois l'Amérique, où vous comparez de façon très intéressante les vies des pionniers qui se ressemblent en effet, la marche vers l'ouest et la Louisiane et les pieds noirs. C'est vrai que c'était une comparaison qui s'imposait. Et vous avez écrit un livre très intéressant qui s'appelle « La désinformation autour de la culture des pieds noirs ». Et c'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose. On connaît Jean Brune, cette haine qui ressemble à l'amour, qui est, je crois, un très grand livre. Mais on ne connaît pas le reste. Aux ateliers, il faut le faire. Et enfin, des chants poétiques, des poèmes, chants pour Malte, puisque vous avez découvert et vous êtes remonté à l'origine de votre famille, de vos ancêtres qui sont de Malte. Alors, j'ai choisi comme illustration de cette émission le Ville d'Oran, c'est-à-dire mon bateau préféré. Le bateau préféré, qui en effet nous accompagne tout le temps d'une jetée l'autre, puisque c'était le lien entre Marseille et Oran et Alger, et que de façon extraordinaire, il a été racheté après la guerre, il ne portait plus du tout le même nom. Il est mort de la perte de l'Algérie. Et vous le reconnaissez. Oui. Et vous le reconnaissez dans un autre port. Oui, alors ça c'est fantasmé. C'est fantasmé. Bon. Il avait été vendu aux Grecs
Il était peint en blanc, mais sa silhouette était connue de moi et je vais pas... mais je pourrais vous dire même longueur, largeur, tirando, nombre de chevaux. Oui, non, c'est magique. Connaissais tout du Ville-de-Rance. C'est magique cette histoire. Je dirais que je le voyais de ma fenêtre dès le plus jeune âge. Je dominais le port d'Alger. Bien, voilà. Et donc, voilà. Alors vous avez imaginé, ce ne sont pas des récits à la première personne, vous avez imaginé 4 jeunes garçons oui. Et toutes les aventures qui leur arrivent et toute cette vie si chaleureuse que vous savez parfaitement rendre. Vous aviez pris des notes, comment est-ce que vous avez fait? Les meilleures notes que j'ai, ce sont mes souvenirs, parce que j'ai une mémoire qui est Vous avez une mémoire en béton, j'ai l'impression. Oui, absolument. Ça, c'est déjà plus pratique. Elle me travaille, des fois, elle me torture. Ah oui. C'est vrai que la mémoire est torturante. Ceci étant, pour la jeunesse du livre, je vous dirais que la rédaction de ce livre n'a pas été uniforme. J'ai repris des textes que j'avais écrits isolément sur plusieurs années. Je me suis basé beaucoup sur la réalité, parce que les quatre mousquetaires sont des amis de fac, et j'ai pimenté même la question en me dédoublant en quelque sorte pour pas que je sois trop reconnaissable. Voilà, je ne sais pas si j'y ai bien réussi, parce que ceux qui me connaissent bien m'ont reconnu dans les deux. Et alors moi, je ne vous connais pas assez pour savoir si c'est vraiment vous, mais en tout cas, il y a un caractère d'authenticité qui s'échappe de ces pages je vais étonnantes. vous dire que l'enfance, je n'y ai pas touché, parce que j'ai trouvé que c'était trop beau, alors que ça n'a pas été une enfance mirifique. C'est une enfance rêvée. J'ai été fils unique, hein. Et donc, j'ai été d'un tempérament très, très rêveur dès l'école primaire. Et je me disais d'ailleurs, en suivant TV Liberté, vous savez, les questionnaires d'été, à 10 ans, qu'auriez-vous voulu faire à l'âge de 10 ans? Et si on m'avait interrogé, j'aurais dit, à 10 ans, je voulais être roi de France. Alors que je n'avais jamais été en France métropolitaine. Mais en cours moyen deuxième année, ce que je raconte, c'est tout à fait la vérité. Nous étions trois amis, là, et nous jouions au roi. Alors j'étais le roi de France. Et vous jouiez au roi. Et d'ailleurs, mais vous êtes devenu roi de ce groupe parce qu'un seul gamin vous a traité de roico. Voilà. Il y avait 2 injures à Alger, c'est roico et pétiniste, comme par hasard. Oui, on cumulait. J'ai eu les deux. Parce que finalement, vous nous faites découvrir que Alger était extrêmement communiste. Ah, ça a été très à gauche. Très communiste. Oui, absolument. Mais là, c'était des gens, c'est vrai, hein, là, c'était des gamins de mon quartier. C'était des gamins de votre quartier. Oui. Alors, il n'y a pas de grand passage sur la tragique fin, sur les attentats. Vous êtes passé très vite. Mais il y a je l'ai fait sous forme de 3 nouvelles, la robe blanche, la robe grise et la robe noire. Voilà. J'ai synthétisé ça théâtralement un peu. La plus belle des scènes, c'est cette demande en mariage de Marcel qui reste sur le paquebot de l'exil. Voilà, Marcel et Anne-Marie. Il n'avait pas pris sa décision et devant la folie des événements, ils la prennent. D'ailleurs, vous racontez que le nombre des mariages a augmenté. Alors là, c'est une réalité. Au moment des événements. À partir de 59-60, il y a eu pas mal de mariages au point de vue dans le monde de l'université, parce que pour moi, l'université reste le plus beau souvenir de ma vie, l'université d'Alger. Oui. Et j'ambitionnais d'ailleurs d'être agrégé d'histoire du droit romain. Bien sûr. Voilà, et puis ça ne s'est pas fait. Bien sûr. Et donc ces mariages ont augmenté, donc j'ai transposé ça, si vous voulez, sur ce mariage à bord du ville d'Alger. Alors, c'est très beau parce que vous allez trouver un prêtre, votre héros va trouver un prêtre sur le bateau, le prêtre marie vos héros, et il a cette très belle phrase, que Notre-Dame d'Afrique vous garde, oui, et désormais, que Notre-Dame de la Garde prenne son relais. Alors, je peux vous dire que ce prêtre a existé et que je lui ai même soumis le livre après. C'est vrai. Et que c'était, je peux dire son nom, il a rejoint l'au-delà des mers, comme on dirait chez les Patagons. Oui. C'était le chanoine Porta de Notre-Dame des Armées de Versailles. Bien sûr, bien sûr. Que j'ai connu, que j'ai connu.
c'est une scène extrêmement belle, extrêmement forte. Vous me faites très plaisir en disant ça, parce que je l'ai tiré vraiment de souvenirs personnels très... Alors, passionnel. autre scène, vous repartez à Malte, à La Valette. Ce qui est très émouvant, parce que La Valette, c'est aussi un quartier c'est une petite ville près de Toulon. Oui. Rémi, sèche tes larmes, ton prénom est France, mais ton nom est Malte. Oui. Ça, je l'ai tiré de mon mental, mais le voyage donc à Malte est un voyage réel. C'est ma découverte de Malte en 1966. Et le souvenir extrêmement fort, j'avais connu l'arrivée donc en métropole en octobre 62, militaire, avec l'accueil par les CRS, etc. Et là, je débarque à Malte en 66. C'est d'un petit bateau qui allait de Naples à Benghazi. Oui. Et il y avait un vieux douanier qui regarde mon passeport français et qui me dit « Dimek maltaise ». Je l'aurais embrassé. Il vous a reconnu. Voilà, reconnu. Être reconnu. Et j'ai retrouvé la trace de la famille, guidée par des renseignements épars. J'étais guidé jusqu'à Floriana, où j'ai retrouvé donc de lointaines cousines. Voilà, c'est très émouvant, cette recherche. Grâce à un couvent capucin dont un grand-oncle avait été prieur, le révérend père Dimek. Alors, lisez D'une jetée l'autre, parce que c'est encore une fois une très très belle promenade dans vos souvenirs, dans votre enfance. C'est très très bien écrit. Alors la jetée a existé, c'était la grande jetée nord du port d'Alger, et qui avait, j'allais dire, qui était très féminine. Elle avait une courbure de bras comme ça, et c'est pour moi mythique parce que je me suis baigné à cette jetée, j'ai fait du vélo, etc. Et donc c'est quelque chose qui a un retour matriciel, si j'ose dire. Bien sûr, bien sûr. Et D'une jetée l'autre, c'est un petit hommage discret à Céline. Je n'ai pas dit d'une jetée à l'autre, surtout pas. D'une jetée l'autre, comme d'un château l'autre. Alors, le deuxième livre qui est très intéressant, c'est Pieds noirs et cou rouge. Il était 2 fois l'Amérique. C'est un essai, donc, aux éditions de Paris. Et alors, c'est très riche aussi parce que, finalement, au-delà de l'aventure de ces 2 peuples, le peuple des pionniers en Amérique et le peuple des pionniers de France et de Suisse et d'Alsace et d'Italie et d'Espagne, vous montrez l'attachement de ces hommes et de ces femmes à leur terre, cette terre qu'ils ont créée, qu'ils ont arrosée de leur sang et de leurs larmes et de leur sueur. Et ce qui fait aussi la force beaucoup de ce livre, ce sont les témoignages que vous êtes allés chercher en Louisiane, comme bien sûr chez les Pieds Noirs. Alors je dois vous dire que cet essai, moi je le conçois comme une seconde thèse de doctorat. J'avais soutenu ma thèse d'abord sur Malte, l'histoire de Malte, mais là plus tard je l'ai conçu comme un travail universitaire, un trait référencé. Et pourquoi alors l'explication, il était 2 fois l'Amérique? C'est parce que j'ai mis en perspective notre aventure et notre sort avec 2 points de l'histoire des États-Unis qui ne se recoupent pas nécessairement. C'est-à-dire qu'au début, dans la phase, j'allais dire, de conquête de l'Oued, c'est le Far West. Le Far West, oui. Et vous, c'est le Far Wed. Et après, si vous voulez, notre drame, notre tragédie, l'accusation dont nous avons fait l'objet, nous avons été comme les sudistes, qui était une autre société des États-Unis, parce qu'il fallait nous abattre, donc on nous a traités de tous les péchés. Bien sûr, vous étiez responsable de tout. Et donc on a eu cette double comparaison, si vous voulez. Et donc là, je l'ai appuyé sur des éléments littéraires et puis aussi sur les éléments de l'actualité. Et pour les mêmes raisons, j'ai envie de dire, pour des intérêts financiers. Oui, exactement. Puisque il faut lire, chers amis de TV Liberté, il faut lire Sparte et les sudistes, qui est un livre magique de Maurice Bardèche, qui explique comment le Nord a voulu, aux États-Unis, écraser le Sud pour des raisons d'industrie du coton. Et ce qui est étonnant, c'est que vient de sortir récemment un livre qui s'appelle, d'un historien américain,
qui s'appelle Irwin Wolf, qui a écrit un livre qui s'appelle Les États-Unis et la guerre d'Algérie, et qui montre que, que le général de Gaulle, les Américains plutôt, ont soutenu le général de Gaulle dans sa marche au pouvoir, à condition qu'il laisse l'Algérie et surtout le pétrole, parce qu'ils avaient bien évidemment des yeux sur ce pétrole. Et vous me disiez que c'était su déjà en Algérie. D'ailleurs, vous en parlez dans je ne sais plus dans lequel. Bien, il y avait des éléments d'abord qui faisaient que d'époque, et qui montraient que l'anticolonialisme des États-Unis venait de leur propre histoire. C'est-à-dire les donneurs de leçons de morale. D'autre part, une incompréhension totale sur ce que représentait, j'allais dire, une expansion à la française. Hein. Mais il y a eu aussi des éléments qui n'ont, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas été diffusés parce que c'était secret militaire. Je peux vous donner donc le témoignage de mon défunt père, qui avait été remobilisé après donc la campagne de Tunisie, après la campagne de France, la retraite, etc. Il avait été remobilisé et il était, compte tenu de son âge, père de famille, etc. Et donc il était à la direction du matériel à Alger. Et dès 1943, au courant 1943... C'est-à-dire un an après le débarquement des États-Unis en Algérie. Des convois d'armes et de munitions entre Alger et le Constantinois avaient disparu. Enfin, c'est pas des convois entiers qui disparaissaient, mais chaque fois, il y avait un wagon, etc. Et ce sont des armes qu'on a retrouvées plus tard dirigées contre nous. Hein. Et qui donc, c'était préparé. Était donné à au l'évidence, FLN. ça a été préparé. Voilà. Ça, c'est intéressant à savoir parce que voilà, je crois que ça n'est pas su. Alors, il y a un seul homme qui s'est bien comporté, c'est Eisenhower, qui a bien compris que si on lâchait l'Algérie, le sort des Français allait être très douloureux. Et ça, il a compris. Vous savez, les Américains ont eu un comportement qui a été ambivalent, parce que même il n'y avait pas d'hostilité déclarée de certains Américains au maréchal Pétain et à l'amiral Darlan. Mais bien sûr, mais tout ça, c'est dans les livres du gendre. Tout ça, c'est dans les livres du gendre du maréchal Pétain. Et puis il y a aussi les témoignages du général Giraud. Et puis le témoignage du général Giraud, absolument. En tout cas, il faut remercier Bernard Cole, qui est le patron de Jeune Pied Noir, qui a rappelé cela et qui fait en ce moment une lettre ouverte à Trump en expliquant que les États-Unis sont tout de même à l'origine de cette horrible souffrance de l'expropriation des Pieds Noirs de leurs terres et que donc il faudrait qu'ils insistent. C'est une lettre à Trump pour que Trump incite la France à appliquer la loi justice et vérité. La démarche est belle, mais je pense que... Absolument, Trump a certainement d'autres choses à s'occuper que des Pieds Noirs, mais je trouve que... Qu'en son temps, ce livre a été acquis par plusieurs universités américaines. Oui, bien sûr. Et encore une fois, les témoignages sont extrêmement troublants et très beaux. Vous savez, Anne, tout m'attachait, c'était la terre, son environnement, c'est la terre où je suis née, c'est la perte de quelque chose. Je me sentais le destinataire du travail de mon père, ce qui me manque, mon village, la tombe de mon père. Voilà. Alors évidemment, dans un temps où il est de bon ton de liquider toutes les tombes dans les cimetières, parce qu'il n'y a plus de concession perpétuelle, donc qu'est-ce qu'on a à s'occuper d'une tombe qui date de 50 ans. Donc nous sommes un peu obsolètes, mais il faudrait quand même rappeler que... Mais autre point de rattachement, un écrivain qui était, on pourrait dire, un libéral, Gabriel Odisio, qui était un descendant d'immigrants italiens à Marseille, un Marseillais, qui était dans le courant méditerranéiste, etc. Mais en 1938, disait « ce serait un grand tort de ne pas voir que l'Algérie est une sorte d'Amérique à la française et qui vaut bien la Californie. » C'est parce que à cette époque, l'Algérie était une terre
d'invention, de recherche, très en pointe sur le côté scientifique, médical, etc. Oui, ça vous le mettez une vie très en valeur là-dedans. Puis on s'en rend compte parce qu'il y a des tas de pieds noirs qui ont percé en France après la guerre. Et qui ont été... Alors, ils n'ont pas percé parce qu'ils étaient pieds noirs. Ils ont souvent percé parce qu'ils étaient de gauche. Parce qu'après la guerre, il n'y avait d'intelligents que les gens de gauche. C'est évident. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Il suffit d'être à gauche pour être intelligent. Mais, alors, vous le montrez très bien dans cet avant-dernier livre que nous allons traiter, La désinformation autour de la culture des pieds noirs. Vous mettez en valeur tout ce que tous les grands écrivains qui ont laissé des témoignages ou des romans ou importants. Alors, Jean Brune, est-ce que vous pouvez nous parler de Jean Brune? Alors, Jean Brune, c'est une œuvre très, très ramassée dans le temps, parce que Jean Brune, et d'extraction, ça a été d'abord dans le temps, et surtout un très grand journaliste. Oui. Les enquêtes, c'était un homme de terrain, c'est un homme qui s'est élevé en Kabylie. Alors Jean Brune, il avait l'âge de maman, il était né en 1912, et il a eu une vie familiale très, 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 très malée. Hein, et il s'est élevé avec les petits Arabes, les petits Kabyles, il avait une connaissance intérieure, charnelle de l'Algérie, et dans ses grands reportages, surtout sur Comme Norbert Bulto. Voilà, exactement. Qu'il a connu d'ailleurs. Bien sûr. La connaissance qui a écrit un beau roman aussi sur son enfance. Oui. La connaissance de la Kabylie, etc. Et Jean Brune, donc, alors, cette haine qui ressemble à l'amour. Ce titre est magnifique. C'est superbe, mais j'allais dire, c'est tout sauf un roman. Ce n'est pas essentiellement un roman, c'est une œuvre d'anthropologie, et c'est une œuvre surtout. Alors, Jean Brune avait, j'allais dire, en commun avec Jean Raspail, d'avoir eu la prémonition. De ce qui allait arriver. Voilà, de ce qui allait arriver par la connaissance. Alors je peux vous dire que moi, qui ai connu Jean Brune au cercle des étudiants royalistes, j'étais encore au lycée à 17 ans, quelques mois avant le déclenchement de la rébellion, c'était au mois de juin 1954, nous avions réunis dans un petit restaurant sur les Hauts d'Alger en disant il va arriver des choses très graves. Les autorités avaient été averties et rien n'y a fait. Donc cette haine qui ressemble à l'amour, c'est un monument. En plus, il montre, et c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui, pratiquement en 2020, la connivence profonde, en dépit des apparences, entre l'islamisme et le communisme. Et maintenant, on peut dire entre l'islamisme et la laïcité. Oui, il le montre de façon lumineuse. Alors après, il y a son journal d'exil, qui est un peu à part dans son œuvre. La révolte, c'est sur le pouls du généraux. C'est peut-être le moins percutant. Et puis son dernier, qui est un pamphlet, qui est interdit aux chiens aux Français. Alors, il montre là son art du portrait, mais je ne résiste pas à vous parler par à coup, si vous voulez, de interdit aux chiens en français commence par, en exergue, une phrase de Bardèche. Nous sommes une église qui ne peut prier que dans les catacombes. Et Francine de Seyne, son amie, elle est un peu amoureuse de lui, par correspondance, mais j'ai bien connu, moi, Francine de Seyne, qui m'avait donné la lettre. Qui a écrit un document sur... le journal d'une mère de famille pied noir, au jour le jour. Qui est un document affreux. Qui est affreux, parce que c'est la réalité qui était affreuse. On en sort absolument effondré. Et donc, m'a donné elle avait interrogé Jean Brune, pourquoi avoir mis cette phrase. Et Jean Brune lui répond ceci, les catacombes, c'est cette société secrète que nous sommes, tous dispersés en hexagonie, mais tous liés par des souvenirs que personne ne peut comprendre, mais qu'un sourire, un clin d'œil ou un silence suffit à faire surgir. Et plus loin, il dit « Nos catacombes, c'est l'écho d'une voix qui met le verbe à la fin de la phrase, ou qui rit comme mon ami Ponce, dont Babelouette disait qu'il riait en espagnol. Ce n'est pas tout, c'est l'infinie pitié pour nos victimes qui pour d'autres sont des coupables, et c'est notre respect pour les violences des nôtres qui pour les autres sont des crimes. C'est cette sorte de solidarité instinctive qui nous lie, tous dressés contre l'adversaire, même s'il nous arrive de penser qu'en telle occasion ou telle autre, les nôtres ont tort. Reprenons la phrase « Nous sommes une église qui ne peut prier que dans les catacombes », c'est-à-dire qui ne peut vraiment communier que dans ses secrets inaccessibles.
Et là, toute la galanterie de Jean Brune, il termine en disant « Et dites-moi que vous la trouverez belle ». Il avait un panache, cet homme extraordinaire. Il avait beaucoup de panache. Et beaucoup de séduction. Oui, oui, oui. Malheureusement, il nous a quittés en 1973 à Nouméa, et j'ai son souvenir vivant, ses correspondances, etc. Voilà. Il nous est doux de rappeler le souvenir de Maurice Bardèche qui voyait juste et sur le passé et sur l'avenir. Je terminerai par ces chants pour Malte qui sont très très jolis. Vous écrivez avec beaucoup de facilité et de bonheur. Et quand on vous lit, on a envie de partir à Malte. Maintenant, il faut que je parte à Malte. Il faut vite y aller parce que ça se dégrade. Oui, je vous ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'immeubles. Oui, ça a beaucoup de destruction. C'est l'appât du gain, c'est le tourisme de masse. Malte est une des victimes collatérales du tourisme de masse. Voilà, vous écrivez « Son soc aride a su protéger ses richesses des puissants du moment et des marchands rapaces. Tout s'est joué autour de ses rades maîtresses. Malte, port absolu au centre de l'espace. Toi qui viens en riant te draper de soleil, t'enrouler dans la mer pour des plaisirs ludiques, n'en écarte jamais le blanc et le vermeil du destin de ce lieu, expression héraldique. Malte qui te reçoit est toujours un abri qui s'ouvre à qui se sent attiré par ton port. Son hospitalité n'est toujours pas tarie, mais exige en retour de l'estime en apport. Voilà, Pierre Dimecq, vous nous avez fait beaucoup voyager, vous nous avez appris beaucoup de choses. Vous avez encore un autre manuscrit sous le coude ? Manuscrit non, puisque je suis très, très occupé par Présent maintenant. Ah oui, c'est vrai, vous écrivez des chroniques dans le journal Présent. Voilà, exactement. Et donc, si vous voulez lire Pierre Dimecq... je jette des idées. C'est extraordinaire. Je tiens un cahier de première page de romans futurs, mais je m'arrête souvent à la seconde. Je jette ça sur le papier. C'est un gros travail. Voilà. C'est un gros travail. Donc, d'une jetée l'autre, Pieds noirs et cou rouge, la désinformation autour de la culture des pieds noirs et Chant pour Malte. Merci beaucoup, Pierre Dimecq. Merci, Anne. Pour ce beau voyage. Amis de TV Liberté, à très vite.